bonsoir. Bonsoir et c'est parti pour 45 minutes d'analyse et de commentaires sur nos communes. Votre émission Politique Première, un focus sur l'ensemble des communes de l'archipel pour vous permettre de vous faire une idée sur les enjeux politiques de votre cité. Claude Danica, bonsoir. Bonsoir Eric. Plein feu ce soir sur la commune de Sainte-Rose. Et seront donc 10 candidats à vouloir briguer le fauteuil de maire. D'abord la sortante, Claudine Bazager. Il y a également Joseph Séné, ancien premier adjoint, Hubert Kiaba, de la majorité également, Pierre Huneau, Rodi Tolassi, Marie-Laure Aigle, Henri Yakou, Fauvert Savant et Daniel Simon. Alors Olivier Lancier, on peut dire que Sainte-Rose a toujours été une terre d'affrontement politique, une rose en quelque sorte aux multiples épines. Absolument, une terre d'affrontement électoral. Il y a eu ces grandes joutes avec notamment Charles Gabriel, c'était à l'époque, ensuite suivi de Daniel Jean qui était du GUSR. Et Claude Domir Bajazé qui est arrivé, c'était le premier. Il y a eu quelques quiproquos avec Richard Yakou qui l'a succédé à la tête de cette municipalité pour qu'enfin la Claudine Bajazé arrive un peu plus tard. Et Daniel Jean qui avait débuté à la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Alors Claude, tout à l'heure, Georges Calixte, notre politologue, va nous rejoindre. Claude, le principe de l'émission, c'est bien sûr de donner la parole à ces candidats et pour certains à leur soutien. Oui, et on commence donc avec Claudine Bajazé qui a eu une fin de mandature plutôt difficile au regard de la situation financière compliquée de la ville. Elle entend poursuivre l'assainissement des finances et le développement de la ville. On l'écoute. J'ai beaucoup œuvré pour ma commune avant que je ne sois maire. Je le suis maintenant aujourd'hui 24 heures sur 24 au service de la population. Dans cette commune, j'ai trouvé un déficit de 13 millions, plus 5 millions de dettes sociales et fiscales, 23 millions d'emprunt. Et aujourd'hui encore, nous payons plus de 900 000 euros mensuellement pour le plan Cocarde que nous allons finir de payer en 2024. Et bien, les projets que nous avons pour Sainte-Rose, c'est bien la construction de la ville, puisqu'elle n'est pas encore vraiment terminée. La reconstruction financière, puisque nous l'avons promis et nous continuons à le faire. Nous continuons à dégager une marge pour les recettes que nous pensons avoir au niveau de l'assiette fiscale, puisque nous poursuivons l'adressage. Alors nous avons voté il y a plus de mois, ce qui nous permet d'avoir une stabilité foncière. Donc les porteurs de projets qui savent qu'il y a cette stabilité foncière, cela leur permettra de réaliser un certain nombre de projets sur le foncier de la commune. Le PLU nous a permis de fixer 3 grandes orientations. Sainte-Rose, Goni agricole du Nord-Bastère, le tourisme, santé bien-être et aussi le 3e point, développement économique. Le développement économique, il doit se poursuivre dans la zone de l'Olivier et nous luttons d'ailleurs fortement et nous demandons à tout le monde de lutter avec nous pour que la déviation, elle voit le jour. La réduction du chômage nous préoccupe. C'est pourquoi il y a une délibération dans notre conseil municipal qui fixe une clause sociale, plus que jamais pour que nos jeunes puissent avoir du travail. Nous avons un studio d'enregistrement à la bibliothèque qui n'est pas terminé. Nous continuerons à poursuivre ce studio d'enregistrement, ce qui permettra à des jeunes qui sont intéressés par la musique de pouvoir créer leur propre emploi. Nous avons comme projet une maison de la jeunesse, ce qui va favoriser les orientations professionnelles. Cela parce que nous avons un relais de la mission locale, nous avons une administrative qui a un certain nombre de projets et qui a vu que beaucoup de jeunes aujourd'hui voulaient s'orienter vers l'environnement. Et donc, voilà, nous allons mettre en place cette maison de la jeunesse qui permettra à des jeunes de pouvoir réaliser avec des personnes référencées. Claudine Bajazé, maire en place, candidate à sa propre succession et qui a choisi Lynn Laguerre, qui nous dit pourquoi elle a choisi Claudine Bajazé. Je soutiens Mme Bazager pour 2 raisons. D'abord, sur le plan politique. Elle est sortie des schémas classiques qui doivent absolument faire du visible en vue d'une réélection. Elle a créé les conditions pour que notre commune puisse avoir un avenir serein. D'abord, avec l'eau, qui a été un point fort de notre campagne, avec l'amélioration des réseaux et la recherche de financement pour la création de stations de production. Nous avons eu, sur le territoire, une politique sociale intense. Et cela nous a permis d'avoir une cohésion sur notre territoire. Depuis notre arrivée, le taux de délinquance est en baisse. Une politique éducative en faveur de nos jeunes, avec la création d'espaces ludiques, une amélioration de la situation du personnel. Tout cela, ce sont des choses concrètes mises en place et qui contribuent au bien-être durable de la population de Sainte-Rose. La deuxième raison, c'est qu'elle représente la femme sainte-rosienne, la femme combative. Malgré toutes les attaques qu'elle a subies en 6 ans, durant toute sa mandature, et qui se multiplient à la veille de ces élections, cette femme tient bon, car elle aime Sainte-Rose
et les Saint-Rosiens. Cet amour pour sa population qui est notre moteur et celui de son équipe. Voilà donc pour Claudine Bajazet et son soutien, on va dire. La personne est donc désignée pour la soutenir dans cette émission. Voilà. Lynn Laguerre. Lynn Laguerre. Alors, on peut dire qu'elle s'appuie, Georges Calixte, bonsoir, exclusivement sur son bilan. Ce qui est tout à fait normal. Elle est maire sortante et donc elle s'appuie sur ses réalisations puisque c'est ce qui est le plus visible et en tout cas le plus à même à convaincre l'électorat. De manière globale, c'est une commune où il y a 15 bureaux de vote et où Madame Bajazet a été élue de manière relativement aisée en 2014, puisque Richard Yakou, oui, c'est ça. C'est ça, oui, Richard Yakou n'a gagné que dans 2 bureaux sur les 15, et on constate que dans certains bureaux, en particulier le 8e bureau, Claudine Bajazet le devance de plus de 400 voix. Ça veut donc dire que sur le plan de l'ancrage territorial, sur les 15 bureaux représentant à peu près les sections et le bourg, elle est relativement à l'aise. Maintenant, c'est une commune où il y a une particularité, c'est qu'un 3e candidat, Fauvert-Savant, a rempli les conditions des 10% et par conséquent a été qualifié au 2e tour. Donc au 2e tour dans cette commune, on s'est retrouvé avec effectivement 3 candidats, ce qui veut dire qu'il y en a un, Fauvert-Savant, qui dispose en tout cas de la capacité à pouvoir au 2e tour avoir une certaine influence, sinon au 1er tour. Les financiers ? Oui, à écouter les 2 intervenantes pour Claudine Bajazet. Claudine Bajazet a insisté sur son bilan, mais aussi sur les projets futurs. Pour avoir discuté avec elle, elle dit qu'elle n'a pas eu le temps, ou en tout cas qu'elle n'a pas eu les moyens d'accomplir son programme de 2014 parce qu'il y avait à son arrivée un lourd déficit qu'elle a dû gérer. Donc il faut aujourd'hui mettre en place son programme et aller plus loin, et notamment elle se base sur les jeunes, et son soutien, elle, fait vibrer sur la corde sensible en disant qu'elle est une femme. Voilà, Claude Danican, passe au prochain candidat. Alors, ancien premier adjoint de l'actuelle majorité, Joseph Sénet, aussi connu pour son implication dans le secteur du sport, pour avoir dirigé le club cycliste de la commune, mais aussi la Ligue guadeloupéenne de football. Il veut lui aussi diriger la ville. Il nous livre ses ambitions et ses projets. Ma motivation, elle vient d'une réflexion et d'une volonté collective de Saint-Rosien sur la situation de Sainte-Rose, qui est, comme tout le monde le sait, très dégradée. Dégradée sur le plan administratif et dégradée sur le plan financier. Nous avons fait le constat d'une pratique, absence de transparence et de communication, exercice solitaire du pouvoir par le maire et défaillance du management. Mais surtout, une absence de représentativité de Sainte-Rose à l'échelon communautaire et à l'échelon régional et départemental. Malgré que notre maire soit première vice-présidente de la communauté d'Aglo et également conseillère départementale. Faillite financière. Les derniers relevés de la CRC chiffrent le déficit à plus de 9 millions, voire 10 millions. On ne sait pas encore ce qu'il en sera d'ici quelques mois. Donc rien ne se fait à Sainte-Rose. La communauté d'Aglo n'apporte non plus rien à Sainte-Rose. Et puis, beaucoup de promesses non tenues. Donc tout cela, c'est ce qui a fait que nous sommes motivés avec l'équipe qui m'entoure pour pouvoir apporter une autre solution à Sainte-Rose. Donc la commune se gère pour moi avec une équipe en relation de confiance avec les administratifs et en relation de confiance entre les élus eux-mêmes. Ce que nous souhaitons donc faire, c'est d'abord remettre l'administration communale en ordre de marche, remotiver le personnel dans le respect des agents et de l'équité. Il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places et non pas faire comme ce qui se fait, mettre de mauvaises personnes aux bonnes places en voulant privilégier donc sa clientèle. Nous voulons surtout construire l'offre politique avec la société civile, les socioprofessionnels, puisque les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, ce sont eux qui créent de la richesse, eux qui créent de la valeur, ce sont eux qui font de l'embauche et donc qui permettent que les Sainte-Rosiens travaillent à Sainte-Rose, vivent à Sainte-Rose et achètent à Sainte-Rose. Alors, comme soutien, Joseph Sénet a choisi une forte personnalité agriculteur bien connue dans la ville et très impliquée dans le monde syndical. Il s'agit d'Alex Bandon. On l'écoute. Cette mandature-là sera une mandature de gestion. Sainte-Rose aujourd'hui n'a pas besoin de maire qui fasse de l'extravagance un peu partout. Sainte-Rose a surtout besoin de quelqu'un qui soit en capacité de gérer. Et donc, connaissant Joseph Sénet depuis très longtemps, ayant connu un petit peu son parcours, surtout sur le plan sportif, il a été président de la Ligue de football, il a quand même été président de l'USR. Et ce que nous entendons de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est en capacité de travailler en équipe. Et donc, à mon avis, la commune de Sainte-Rose, dans la situation où elle est aujourd'hui sur le plan financier, n'a
pas besoin effectivement de personnes qui fonctionnent de manière individuelle, mais effectivement a besoin d'une équipe en place. Et à mon avis, l'équipe que nous sommes en train de constituer, qui se compose de gens de tout horizon, moi-même qui suis dans l'agriculture, nous avons Christian Saad qui est à l'université, nous avons Michael Tomias qui travaille à l'IEDOM. Donc nous avons pléthore de personnes qui veulent travailler avec nous, qui vont travailler avec nous. Et ensuite, nous avons déjà élaboré une très belle ébauche de programme et surtout, nous avons pris la précaution de ne pas faire ce programme-là seul. Nous faisons ce programme-là effectivement en concertation avec le peuple de Sainte-Rose. Voilà donc pour Joseph Séné et son soutien à Alex Bandou, comme vous l'avez dit, très connu dans le monde agricole. Et là aussi, c'est pour changer, on va dire. On rappelle quand même que Joseph Séné avait été le premier adjoint de Madame Bajazé en 2014 et qu'actuellement qu'il est en rupture donc avec ses anciens pour ne pas amis. dire un conflit. Et c'est assez général sur l'ensemble. Beaucoup de communes où on voit les premiers adjoints qui ont démissionné relativement tôt, où les adjoints se présentent à cette élection. C'est un cas de figure assez commun. Mais je dirais qu'à Sainte-Rose, cette particularité est beaucoup plus accrue. D'autant il n'y a pas que le premier adjoint qui a dû prendre ses distances et démissionner. Il y a aussi d'autres candidats de la majorité et qui sont, on le verra, aussi vice-présidents de la sanité, qui se font candidats aussi. Oui, d'autant plus que on peut aller plus loin. Il y a même des maires qui ont, en tout cas, qui ont démissionné, qui ont placé à la tête de leur mairie certains de leurs adjoints et qui actuellement sont en plein conflit avec ses propres adjoints. Je pense en particulier à Trois-Rivières. Voilà, donc on est bien d'accord là-dessus. Là, nous sommes dans le débat contradictoire classique au niveau du discours de Joseph Séné, à savoir que lui estime qu'il n'y a pas de management suffisant au niveau de la mairie, qu'il faut par ailleurs, en tout cas qu'il y ait une meilleure représentativité de Sainte-Rose, aussi bien au niveau de la communauté des communes, même si Mme Bajazé est première vice-présidente, mais il estime que cette représentativité est insuffisante en ce qui concerne les autres instances, en particulier les collectivités majeures. Et il a pris comme soutien quelqu'un du monde agricole, et on sait combien à Sainte-Rose, la problématique agricole est importante. Maintenant, il s'est associé une équipe dans laquelle il a mis, y compris des universitaires, puisque Christian Saad, c'est un universitaire. Et donc, il fait une dynamique visant à associer, la dynamique du secteur primaire avec la dynamique de ceux qui sont à même à l'aider à concevoir un programme. Écoutez, pour l'instant, on ne connaît pas son véritable poids électoral. Et en quoi les réseaux de Mme Bajazé se seraient affaiblis dans les bureaux où elle est sortie en tête largement pour laisser la place. On sait que Fauvert Savant, lui, il s'est positionné qu'il a son monde. On sait que Richard Yakou a le sien. Mais Joseph Séné, où va-t-il piocher son électorat? C'est ça la question. Richard Yakou ne sera pas cette fois-ci dans la bataille. Voilà. Est-ce que Henri Yakou. Voilà. Non, c'est Henri Yakou qui y sera. Est-ce que les voix de Richard se porteront? C'est pas systématique. On est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas du tout mathématique. Simplement, si Henri Yakou se manifeste, en tout cas, en faveur de Richard, enfin, si Richard Yakou se manifeste en faveur d'Henri Yakou, en général, le transfert de voix tourne autour de 60-65%. Les 2 tiers. Hein. Jamais quelqu'un, quand bien même il est bien implanté, bien ancré territorialement, qui demande à voter, ne voit 100% de ses voix aller. Au contraire, il y a des dispatchings qui se font, il y a même du vote d'isoloir. Donc à ce niveau, si j'ai cité Richard Yakou, c'est qu'il a effectivement, il était le candidat antérieur. Il y a quelques bureaux où je vois qu'il se rapproche de Claudine Bajazé, mais il ne gagne que dans 2 bureaux. Donc, a priori, il y aura un dispatching des voix dont une partie devrait profiter à Henri Yakou, mais dont on ne sait pas pour Joseph Séné quel est effectivement son véritable poids. Alors, quel que soit le candidat, y compris le maire sortant, on parle beaucoup de cette situation financière qui interpelle Olivier Lancien. Oui, une situation financière et budgétaire assez contrainte pour la commune de Sainte-Rose. La Chambre régionale des comptes a sorti plusieurs rapports d'observation, plusieurs avis et recommandations formulées. Il y a quelques semaines, c'était au mois de décembre, des inquiétudes sur le paiement des salaires de certains agents. La chose semble être réglée, mais pour autant, cette situation financière est assez préoccupante et
tous les candidats, les 10 têtes de liste en tout cas, se préoccupent de cette situation financière et budgétaire. Alors que Sainte-Rose est, on dirait, à un tournant, parce que beaucoup espèrent que Sainte-Rose devienne le cap économique de ce Nord Basse-Terre, et Daman ainsi le pion à la ville de Lamentin et à Petit-Bourg. Et beaucoup espèrent aussi à la communauté d'agglomération que ce soit le tour de Sainte-Rose pour la présidence. Donc, double enjeu, on peut dire. Enjeu municipal, mais enjeu communautaire aussi. On a l'occasion de le dire souvent dans nos émissions en télé, dans question première, sur les conseils communautaires. Là aussi, c'est un enjeu. Est-ce que, Claude Danicon, on peut valablement envisager que le nouveau maire, ou celui ou celle qui dirige déjà la mairie, pourrait avoir une chance de diriger la communauté de communes, vu que José Sapoti ne veut plus se représenter? Oui, absolument. Dont on a vu que, en cas de victoire. Dont on a vu que les deux communes plus importantes en termes de représentativité au sein de cette communauté, c'est Petit-Bourg, ensuite Sainte-Rose. Donc, à mon avis, il suffit de trouver un allié dans les autres communes pour que ce maire-là, enfin le nouveau maire ou la nouvelle mairesse, puisse donc jouer de tout son poids au sein de cette communauté d'agglo. On poursuit avec Hubert Kiaba. Également membre de l'actuelle majorité, il est vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Il se définit comme étant le défenseur des sans-voix et des démunis. On l'écoute. Nous avons constaté qu'un certain nombre de projets qui avaient été mis en place et qui avaient été présentés à la population n'ont pas été respectés. Nous constatons jour après jour que Sainte-Rose se meurt. Nous constatons jour après jour que la population fuit Sainte-Rose. Nous constatons jour après jour que les Sainte-Rosiens se plaignent de ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est pour cette raison que mes amis m'ont choisi pour mener ce projet-là. Il y a tellement de choses à faire à Sainte-Rose. Dans un premier temps, nous allons penser à nos personnes âgées. Il est inconcevable de penser que nous vivons effectivement au 21e siècle et qu'une majorité de Sainte-Rosiens ne touche même pas, je dirais même plus de 40% de Sainte-Rosiens ne touchent même pas 400 € pour leur retraite. Aujourd'hui, il est temps de remettre les choses à plat et de permettre la régularisation de cette situation. Nous disons que nous avons fait des rapports, des analyses, nous avons constaté qu'il y a des Sainte-Rosiens qui vivent avec moins de 15 € par mois. Aujourd'hui, c'est pas normal et nous allons effectivement axer un vrai programme au niveau du Centre communal d'action sociale de manière à ce que nous puissions régler ces problèmes-là. Dans un deuxième temps, notre cheval de bataille, c'est le foncier. Aujourd'hui, nous avions promis en 2014 que le problème qui se pose à Daubin soit réglé, soit résolu, et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous disons que dès notre élection, nous allons donner les moyens à ce que ce problème-là soit réglé. Au-delà, effectivement, de ça, il y a toujours au niveau de l'aménagement du territoire, l'école primaire de Morne-Rouge qui se trouve en zone rouge. Nous allons aussi pallier à ce que ces parents puissent envoyer leurs enfants en toute quiétude à l'école, de manière à ce que ces dangers qui se posent, qu'il y ait effectivement une solution palpable à ce problème-là. Claude? Oui. Nous avons une coupure, donc... Non, c'est bon, on fait la suite, on continue sur cette... Oui, on continue, mais je n'ai pas compris avec mon casque. Mais on va parler maintenant du soutien de Absolument. Hubert Kiaba. Compagnon de lutte d'Hubert Kiaba, il n'entend pas lâcher ce dernier. Dans sa quête de la mairie, il se positionne comme son principal soutien. Il s'agit d'Alain Lascari, nous l'écoutons. Je soutiens mon ami Hubert Kiaba, je dirais même mon petit frère, parce que je considère que ces élections avec le multitude de candidats, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, je crois que depuis plus de 11 ans que nous travaillons ensemble sur l'ensemble de la Guadeloupe et notamment à Sainte-Rose, mais nous constatons que cette dernière, il y a des choses à faire. Alors, moi, je vais m'occuper de l'organisation et je considère que les raisons qui font que nous sommes là, c'est multiple. Par conséquent, je le soutiens parce que nous allons dans la même orientation, dans l'intérêt de la commune de Sainte-Rose, mais aussi dans l'intérêt du contenu qui sont de la population de Sainte-Rose. Ouais. Alors Hubert Kiaba là et son soutien, on va dire son compère, et autres membres de la majorité, adjoint au maire de Sainte-Rose également. Alors à fond l'action sociale. Oui, c'est ce qu'il a bien mis en avant, en particulier en ciblant un public, les personnes âgées. Maintenant, il faudrait voir la faisabilité de son programme. Vous avez évoqué les difficultés financières de Sainte-Rose. De surcroît, le CECAS a des prérogatives, mais ces prérogatives ont quand même quelques limites.
même si la libre administration permet d'aller très loin. Donc, il faut savoir comment équilibrer les choses. Et j'ai vu qu'il a également insisté sur les aspects scolaires, effectivement. Sainte-Rose, en tout cas l'école de Morne-Rouge, est située dans la zone rouge du PPRN, du plan de prévention des risques naturels, sachant que dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile à résoudre que la problématique des 400 € que touchent certaines personnes qui sont liées en fait à leur pension. Et donc la commune ne peut pas intervenir, sinon pour des aides qui seraient ponctuelles. Mais quand les aides ponctuelles se multiplient trop, c'est de toute façon au détriment du budget de la commune. Parce que n'oublions pas que le CECAS, c'est un satellite entre guillemets de la commune et que ce sont les subventions communales qui permettent d'alimenter les ressources du CECAS. Et quand il parle d'être la voix des sans-voix, il parle probablement des terres occupées à Sainte-Rose et le règlement de ces terrains. Et il n'y a pas que ça, parce que Hubert Kiaba s'est spécialisé dans tout ce qui est foncier en Guadeloupe, pas seulement à Sainte-Rose. Il se bat avec son collectif mobile pour tenter de régler ce qu'il appelle un problème foncier en Guadeloupe. Alors Hubert Kiaba, c'est quelqu'un qui est très implanté à Laboucan, à Sainte-Rose. Mais est-ce qu'il va pouvoir étendre son influence sur toute Sainte-Rose? Sainte-Rose qui est une vaste commune, la deuxième plus grande commune après Petit-Bourg. Est-ce qu'il pourra aller jusque-là? Ce sera la preuve par les urnes, sachant que ce foncier, il en sera beaucoup question avec la déviation envisagée depuis belle lurette déjà par la collectivité régionale, la déviation du centre-bourg de Sainte-Rose. Là, il y aura une grosse question foncière à poser. Et d'autant plus qu'on ne connaît pas, comme c'est le cas aussi de Hubert Kiaba, son véritable poids politique. Je pense que Hubert Kiaba s'est servi un petit peu du social, également du combat de terrain pour se faire un nom. Il s'est présenté aux dernières législatives, il a fait un score plutôt pas mal. Donc je pense que ça fait longtemps qu'il tâte le terrain, qu'il cherche un peu à séduire. Et cette élection municipale de 2020 donne l'occasion véritablement de se peser, en tout cas dans son fief. Mais quand il dit qu'il est la voix de ceux qui sont sans voix ou la gorge de ceux qui sont étranglés, je suppose qu'il a été inspiré par une pensée de Césaire. En fait, sa stratégie vise à savoir, en tout cas, à récolter le maximum de mécontentement. Voilà, donc il joue sur le mécontentement de la population en estimant qu'il apportera donc des solutions allant même jusqu'à l'atténuation des souffrances. Et c'est dans ce sens-là qu'il va vers en disant mais le CECAS va jouer tout son rôle. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a quelques difficultés et que son poids politique, alors peut-être apprécié, on est bien d'accord, à partir des dernières élections législatives, mais quand on fait le point sur ces élections en particulier concernant le premier tour, il a des scores plutôt modestes, en tout cas, dans les différents bureaux, même si par ailleurs, l'abstention est importante. Voilà. Alors, c'est un scrutin qui pourrait se jouer probablement, vu le nombre de candidats au second tour. Je ne veux blesser personne, ni réduire, être restrictif, mais probablement c'est une commune qui va se jouer au second tour, à moins d'un miracle. Alors, miracle, oui et non, parce qu'il y a une règle. Plus l'opposition est divisée, en face du maire, en place, excusez-moi. Et c'est pourquoi je vous dis, il est important de faire l'analyse bureau par bureau pour savoir exactement où sont ses points forts. Et plus l'opposition est divisée, et davantage ça laisse de chance à un maire qui a été bien élu et qui en est à son deuxième mandat, parce qu'il y a des maires qui sont à 3-4 mandats, il y a l'usure du pouvoir. Mais dans le cas d'espèce, effectivement, de Mme Bachazé, elle a été élue favorablement, en tout cas dans 13 bureaux sur 15. Et donc, il faut voir comment évoluera l'électorat. Maintenant, il y a une variable importante qui est la variable psychosociale, qui est le degré d'acceptabilité affective de la population par rapport à des choix qu'elle a pu faire. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a évoqué des recrutements visant à mettre les mauvaises personnes dans les bonnes places. Évidemment, c'est un opposant, c'est normal qu'il soit dans la logique contradictoire. Maintenant, comment la population, elle,
vit ces mauvaises personnes dans les bonnes places, ça, il faudra attendre. Sachant, je vous dis, qu'elle dispose d'une marge de manœuvre non négligeable. Alors, elle a un environnement aussi, Claudine Majazi, on peut dire, assez favorable, hein, parce qu'on avait dit que ce Nord Basse-Terre, c'est un peu un bastion socialiste, et même, ça compte aussi, hein, quand il y a une commune limitrophe et un pouvoir, ouais. 4 communes. D'autant que c'est une terre de gauche, quoi. C'est une terre de D'autant qu'elle a reçu le renfort d'un socialiste bontain, Adrien Baron, qui lui était présent dans le combat municipal en 2014. Donc là, d'emblée, sera donc... Il est éliminé au premier tour. Mais il y a quand même des mécontentements, notamment avec la communauté d'agglomération et le ramassage des ordures. Ça, c'est un gros problème qui perdure, pas seulement dans le Nord Basse-Terre, mais particulièrement dans le Nord Basse-Terre. On poursuit. Autre candidat, lui aussi très connu, a déjà participé à de nombreuses compétitions électorales. L'ancien conseiller municipal de l'équipe, Richard Yakou, tente une nouvelle fois de se faire élire sur ses propres couleurs. Il s'agit de Pierre Huneau. On l'écoute. Il est temps de donner une autre alternance à la commune de Sainte-Rose et une autre proposition aux électeurs et électrices. La commune de Sainte-Rose qui souffre d'un besoin de financement depuis 1992, alors que le conseiller régional arrivait au pouvoir avec Mme Michaud Chevry. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire que nous mettions, je dirais plus précisément, l'accent sur la volonté d'aller chercher de la finance là où elle est. Nous avons tous les atouts qui puissent exister. En dehors de ça, les métiers issus du développement de tout ce qui est environnement, écologie, économie circulaire. Nous avons tout ce panel-là, mais aussi le tourisme que nous avons développé sur l'ensemble du territoire, mais dans un concept de solidarité entre Saint-Rosiens pour que le Saint-Rosien se ressente bien chez lui, aussi que le touriste qui viendra à Sainte-Rose se ressente bien chez lui à Sainte-Rose. Donc de ce fait, nous pensons que garder les choses en l'état, ne pas faire évoluer la situation à Sainte-Rose par l'intermédiaire d'un changement des personnes aux responsabilités serait encore annihiler l'avenir de notre commune et hypothéquer l'avenir de cette jeunesse qui a besoin de nouveaux souffles. Sainte-Rose aujourd'hui se doit de rattraper sa place de capitale du Nord Basse-Terre, car étant la plus grande commune du Nord Basse-Terre, je pense que nous sommes baignés de mer, de rivières et bordées au sujet de montagnes. Je pense que nous gagnerons à voir les choses autrement, car en bout de tout cela, nous nous attacherons au changement comportemental saint-rosien par l'intermédiaire de l'intensification de l'activité associative sur l'ensemble du territoire, mais de manière équilibrée. Alors Pierre Huneau, là, c'est un peu un retour, hein, on le connaît, il avait déjà participé à un nombre d'élections. Oui. Allez-y, Georges Calix. Alors, lui, il met l'accent encore sur la situation financière, et avec quelques axes stratégiques, mais je profite de son intervention pour rappeler quand même que, au regard de la situation de Sainte-Rose, vous constatez qu'aucun des candidats ne prend le risque de donner des précisions chiffrées sur ce que sera son programme. Ça veut donc dire qu'on est dans une situation où on est dans des logiques, mais ça c'est pas spécifique à Sainte-Rose, hein, c'est très global sur la Guadeloupe. On est dans des logiques effectivement de promesses, d'axes stratégiques, mais on n'a pas de données chiffrées qui permettent, au regard d'une situation financière que tout le monde reconnaît difficile, de pouvoir en face, pouvoir dire voilà, on envisage tel type d'équipement, tel type d'infrastructure, combien sera financé par les fonds européens, combien sera financé par la communauté d'agglomération, ça fait partie de son rôle, comment la commune apportera les 20%. C'est dommage qu'on ne retrouve pas dans les discours des candidats cette précision qui donnerait confiance à l'électeur. Vous parlez là de stratégie de redressement, stratégie financière. En gros, bien sûr, de stratégie financière, mais également de financement des projets, parce que tous les candidats ont chacun mis l'accent sur un ou deux projets particuliers. Maintenant, ce qui serait bon, c'est que si eux-mêmes mettent en avant le fait que la situation financière est difficile, comment vont-ils financer les projets, sachant que la promesse politique n'est pas un contrat. La promesse politique, c'est plus l'instrument d'espérance qu'un véritable contrat. Et il paraît même, et certains travaux ont encore été cités il n'y a pas très longtemps, je pense à Pascal Périnon, qui disait que celui qui réussit toutes ses promesses a moins de chances d'être élu que celui qui continue à, non pas vendre du rêve, mais à susciter l'espérance, parce que l'électorat a besoin de cette espérance. Quand vous réussissez un objectif, c'est la pyramide de Maslow, ce n'est plus un élément de motivation pour l'électorat. Et à partir du moment où l'objectif... Ça fait partie du passé. Et ça fait partie du passé, tout simplement. Alors quand il y a à peu près 10 candidats, on l'a dit, est-ce que la stratégie de certains comme Pierre Huneau, c'est pas de se placer
pour ensuite négocier au second tour aussi, ça. S'il y a cette stratégie politique derrière chaque candidat. Enfin, pour certains. Se placer, Pierre Huneux est connu. Il s'est présenté à plusieurs scrutins. Et puis, c'est un représentant qui garde son cap. Alors, je ne sais pas s'il va négocier avec une éventuelle majorité, mais il a un projet, ou en tout cas une sensibilité politique à faire valoir dans ce bastion-là. Pour revenir sur ce que disait Georges Calixte, la situation financière, rien n'est chiffré, et celui qui se hasarderait à chiffrer son programme serait bien mal inspiré, apparemment le gouvernement voudrait en plus étendre les contrats de Cahors à toutes les collectivités locales, c'est-à-dire éviter limiter supérieur, voilà. Limiter le fonctionnement pour avoir des dotations. Ça risque de faire mal à la sortie. Nouveau venu dans le combat municipal, c'est aussi le plus jeune. Il défend les couleurs du Rassemblement national, ancien Front national. Il s'agit de Rudi Tolassi, on écoute. Changer d'abord de méthode dans la gestion de la municipalité et dans la gestion du quotidien de nos concitoyens. Et notre objectif, notre mission, d'abord dans les 6 premiers mois, c'est de mettre un schéma d'aménagement directoire pour le territoire qui nous permettra d'avoir des perspectives et une vision pour la commune sur 15-20 ans. De permettre à Sainte-Rose de se développer autour de ses atouts et d'en faire des richesses. Je veux bien sûr parler de l'or bleu et de l'or vert. Et en termes de schéma d'aménagement du territoire, par exemple, d'ouvrir le centre-ville sur la mer, en faire un waterfront qui nous permettrait effectivement de faire de l'atout de l'or bleu une richesse qui permettrait d'avoir une manne économique et financière autour du tourisme et de pouvoir mettre en lumière nos acteurs économiques qui sont aussi les pêcheurs et notre savoir-faire. Ce qui me motive à y aller, c'est surtout le fait que nous avons une gestion qui fait ses preuves aujourd'hui en France hexagonale et nous voulons l'appliquer ici et montrer que nous sommes capables de réduire le déficit, que nous sommes capables d'avoir une gestion optimale dans le quotidien de nos concitoyens, améliorer leur qualité de vie surtout et réduire le déficit, prouver qu'on peut réduire le déficit sans pour autant augmenter les impôts. Alors là, c'est un angle d'attaque, on peut dire, pour le Rassemblement national qui cherche l'ancrage local. Rudi Tolassi se devait de se présenter dans sa commune en tant que délégué départemental. Et là, quand on regarde bien, il a quand même un discours assez structuré. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais c'est d'abord peut-être réussir un ancrage dans sa commune. La candidature du Front national est intéressante. Non pas par rapport objectivement, non, mais maintenant, il est intéressant. À partir des dernières élections européennes, où le Rassemblement national, présidentielle, où Marine Le Pen a fini, sauf à la Guadeloupe, où elle a, entre guillemets, elle a fait 10,94, en tout cas au premier tour, et elle a fini deuxième partout, et aux élections européennes, elle finit première dans 8 outre-mer sur 11, dont la Guadeloupe. Alors, il y a d'un côté Hubert Kiaba, qui veut récolter le mécontentement, et il y a de l'autre côté Rudi Tolassi. L'intérêt de cette élection, en tout cas pour l'analyse politique, c'est de savoir qui va récupérer le mécontentement. Sachant que pour être qualifié pour le deuxième tour, il faut avoir fait 10%, et que d'autre part, si l'on fait plus de 5%, il est toujours possible de fusionner au cours du deuxième tour. Donc c'est là où il faut voir qu'est-ce qui se passe avec le Rassemblement national, et ça fait partie, si vous voulez, Sainte-Rose, Cap-Esther-Bello et Saint-François font partie des communes qu'il va falloir suivre, puisqu'il y aura vraisemblablement un candidat frontiste, même si maintenant c'est le Rassemblement national, et voir est-ce que cette logique de défi qui a amené le Rassemblement national à être parmi les premiers se traduit toujours au niveau des urnes. C'est intéressant sur le niveau de l'analyse. Oui, d'autant plus que au niveau de la stratégie du Rassemblement national et de Marine Le Pen, Marine Le Pen cite systématiquement les Outre-mer dans ses discours, et d'autant plus concernant la stratégie de Rudi Tolassi, qui a une stratégie locale, un ancrage à Sainte-Rose absolument à avoir pour lui, et aussi une vision nationale.
c'est à aussi mettre sous le nouveau jour de Marine Le Pen, candidate déjà proclamée ou annoncée pour la présidentielle de 2022. Donc c'est un jour nouveau à prendre en compte. Et il y a aussi peut-être ce contrat entre le Rassemblement national et la délégation de Guadeloupe, qui a eu un député quand même européen, de dire, bon écoutez, on vous a donné peut-être les moyens politiques aujourd'hui de réaliser un ancrage sur le terrain. Absolument. Et puis, à mon avis, aujourd'hui, c'est un parti sans complexe qui se présente, puisque ce parti-là se contentait de soutenir au niveau national ou européen la candidature de Marine Le Pen ou encore des candidats du Rassemblement national. Aujourd'hui, sans complexe, ce parti-là se présente, on l'avait dit, à Cap-Esther, à Sainte-Rose, à Saint-François, et sans doute également à Anse-Bertrand. Et probablement à Anse-Bertrand. Et juste pour préciser, cette élection locale en Guadeloupe pour le Rassemblement national, ce sera aussi de voir ou de constater si le sulfure qui entourait le Front national est parti, a disparu ou pas en Guadeloupe. Oui, ça va séduire aussi peut-être des candidats dans la périphérie un petit peu des grands partis, de faire figurer l'étiquette du Rassemblement national, parce que certains pourront regarder uniquement le résultat, par exemple, même si avec une participation moindre, le résultat des européennes, en disant mais dans telle commune, comme Maxette Perbacas a été élu, et que le Rassemblement national est arrivé en tête dans plusieurs communes, en s'appuyant sur le pourcentage et peut-être pas le nombre de la participation, pour dire, ce serait bien que je puisse avoir sur ma liste quelqu'un du Rassemblement national pour essayer d'attirer cet électorat. Il faut que le Rassemblement national franchisse les 5%, oui, au moins pour pouvoir négocier au deuxième tour. Et puis, vous avez vu que le discours de Marine Le Pen récemment a changé. Donc, quand elle parle de l'immigration, la question n'est plus de voir comment on voit les étrangers chez eux. La question est que les Français ne se sentent pas étrangers chez eux. Je pense que le paradigme est de taille et que d'une manière ou d'une autre, ce type de pensée fait mouche. La preuve, c'est que si l'Outre-mer vote pour le Rassemblement national, c'est bien que la dédiabolisation a été effective. En tout cas, même si je ne pense pas à un véritable vote d'adhésion, c'est plus un vote de sanction, d'où le suivi de Sainte-Rose. L'autre femme tête de liste s'est engagée dans la bataille des municipales, Marie-Laure Aigle, autre membre de la majorité à prendre ses distances. Elle est aussi vice-présidente de la SANBT. On l'écoute. Nous avons fait depuis tantôt un constat que la ville de Sainte-Rose allait très mal par rapport à ce management qui avait à sa tête. Donc nous avons décidé depuis tantôt de commencer à travailler. Aujourd'hui, les principales motivations qui nous animent, c'est déjà, quand nous serons à la tête de la ville de Sainte-Rose, résorber ce déficit. Donc, il va falloir tenir un langage de vérité à la population pour leur expliquer que de toute façon, nous allons devoir faire des sacrifices parce que, singulièrement, la masse salariale, conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, va devoir être revue à la baisse. Déjà, les départs à la retraite ne seront pas remplacés parce que cette masse salariale représente aujourd'hui 63% du budget de financement, le budget principal, et on ne peut pas continuer comme ça. Nous allons également demander l'aide des collectivités majeures pour nous aider aussi en termes de financement pour résorber ce déficit. Et après, il va falloir aller sur des projets structurants tels que l'aménagement du bord de mer, qui sera un appel d'air en termes de nouvelles recettes pour aider à la réalisation de projets futurs. Alors on parlait tout à l'heure de faire des propositions en termes de stratégie financière. Il y a quelques amorces là quand même. Un discours réaliste au regard d'une situation financière difficile, 63% de la masse salariale. Il est incontestable que c'est peut-être la seule candidate qui, dans ses propos, en tout cas en attendant les autres à s'exprimer, a une approche très réaliste en disant, voilà, nous n'avons pas les moyens, donc il faudra faire des sacrifices, y compris au niveau du personnel. On sait que c'est la plaie au niveau des collectivités. Simplement, je constate que c'est la 4e personne de la majorité de Claudine Bachazé qui est également candidate. Ça veut donc dire qu'il faut bien comprendre que là aussi, autant quand il y a beaucoup de divisions en face, ça pose problème, autant quand il y a beaucoup de divisions à l'intérieur de sa propre majorité, ça peut également aussi poser problème.
Oui, effectivement, une multiplication, une balkanisation de ce potentiel électorat de la majorité peut poser problème, à moins que le maire en place ait entre-temps labouré le terrain et renforcé ses appuis et étendu son influence. On verra ça aux prochaines élections. Et puis il faut surtout voir l'équation personnelle de ces personnes dissidentes et leur capacité effectivement à rassembler du monde et à mobiliser. Donc Fauvert Savant crée la surprise en 2014, terminant en 3e position. Il constitue le principal challenger du maire sortant. Il entend battre toutes ses cartes et espère cette fois ce sera la bonne. On l'écoute. Engagé au sein de ma commune en tant que conseiller élu au conseil municipal depuis 2003, sans interruption jusqu'à la date d'aujourd'hui. Au-delà d'un élu délégué, j'ai agi comme un directeur financier en élaborant les différents documents budgétaires de ma collectivité qui n'ont jamais été contestés à aucun moment ni corrigé par la Chambre régionale des comptes. Et parallèlement à cela, j'ai piloté le plan Cocade pour assainir le déficit le plus important de France et de Navarre de l'époque de 22 750 000 €. Eh bien, fort de cette expérience, je me suis approprié mon territoire avec une véritable vision d'aménagement et de développement économique, social et culturel pour que Sainte-Rose puisse occuper son rang et sa place dans le paysage guadeloupéen. C'est en ce sens que je me suis engagé personnellement en 2014 devant la population qui a adhéré à ma démarche. Et depuis, avec mon association Le Cap pour Sainte-Rose, nous n'avons pas quitté le terrain. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de transformer l'essai et de demander à la population de réitérer sa confiance pour nous permettre de redresser la commune et mettre en œuvre cette vision de développement quand on sait la dérive et déboires actuels de notre commune qui se retrouve à nouveau en situation de cessation de paiement, sans pouvoir rembourser ses emprunts, sans pouvoir payer 11 millions de dettes de fournisseurs faute de trésorerie et le personnel qui aujourd'hui se demande s'il sera payé à la fin du mois. C'est peut-être pour moi un destin de venir à chaque fois à la rescousse de la commune de Sainte-Rose pour permettre un rééquilibrage de la situation financière. Voilà le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui et qu'il faut aujourd'hui un véritable gestionnaire à l'image de celui que je suis pour redresser la barre. Alors là, on commence Ginette Laguerre, justement, qui connaît bien le candidat, vante ses qualités et nous dit pourquoi le Saint-Rosien devrait choisir Fauvert Savant comme maire. On écoute. Laguerre. Donc on va écouter peut-être Madame Laguerre dans un instant, mais je le disais tout à l'heure, dans son discours, Fauvert Savant se place, il est arrivé 3e, on rappelle au 2e tour pour les élections à Sainte-Rose, et ce coup-ci, il a plus un discours il est rentré dans le costume de maire en disant que je pourrais régler, je vais régler, j'ai l'habitude de régler. Il se considère comme le premier challenger de Madame Pajazé, visiblement. En l'écoutant. C'est un opposant, en tout cas opposant en ce sens qu'il fait partie des concurrents. Et donc, lui, il a eu un langage en lien avec sa formation professionnelle. C'est quand même un inspecteur, en tout cas un membre, un agent des impôts. Et par conséquent, il a fait une analyse par rapport à la Chambre régionale des comptes et a fait le constat de la situation financière difficile, au même titre d'ailleurs que déjà 3 candidats avant lui. Ce que l'on constate également, c'est qu'il a toujours eu entre 40 et 103 voix. Son plus fort score en 2014 a été dans le 6e bureau où il a fait 103 voix. Mais dans tous les bureaux, il a toujours eu entre 40 et un peu plus de 100 voix. Ça veut donc dire qu'il a un électorat stable. Maintenant, est-ce que ça suffira pour pouvoir émerger au regard, en tout cas bonifier cet électorat? Tout dépend. Il a fait plusieurs réunions. Comment il a lui-même renforcé son réseau et quels sont les bureaux où il est à même à pouvoir, en tout cas, gagner des voix par rapport à la maire sortante.
Oui, Fauvert Savant, qui lorsque je l'ai eu en interview, a fait la démonstration des difficultés budgétaires, financières de cette collectivité de Sainte-Rose. Fauvert Savant qui se pose comme, de par justement sa formation professionnelle et son emploi, comme celui qui peut apporter la solution. Il y en a un autre, on en parlera tout à l'heure, alors, est-ce qu'il, comme disait Georges tout à l'heure, Fauvert Savant a pu accroître son influence sur les terres sainte-rosiennes? Nous le verrons au premier tour de ces municipales et communautés. Alors, il faut rappeler quand même que Fauvert Savant, lors de l'élection intermédiaire de conseil départemental, il était quand même arrivé deuxième après Madame Bajazé, faut rappeler. Oui, donc il avait déjà progresser en quelque sorte. Est-ce que ce progrès va lui permettre d'arriver pratiquement au même niveau que Claudine Bajazé et peut-être disputer en cas de deuxième tour la finale? Eh bien, c'est là aussi toute la question. Tout dépend comment l'électorat de Mme Bajazé va lui-même se dispatcher entre eux. Eux, je dis, ce sont les candidats, puisqu'on en a compté déjà 4 qui seraient des dissidents. On écoute à présent Ginette Dartron, qui connaît bien le candidat Savant et vante ses qualités. Elle nous dit pourquoi les Saint-Rosiens devraient choisir Fauvert Savant comme maire. Monsieur Fauvert Savant, c'est quelqu'un dans toute sa simplicité. Il y a 3 traits de sa personnalité qui ravissent et qui rendent légitime l'adhésion à cette démarche. C'est vrai que c'est pas le temps d'accéder à la tête de la collectivité qui fait de lui ce qu'il est, puisque c'est quelqu'un qui a toujours œuvré dans le monde associatif ou encore y porté sa contribution. Alors, pour revenir à ces 3 traits de sa personnalité, c'est tout d'abord un homme rempli d'amour pour ses compatriotes, car c'est sans compter qu'il s'investit personnellement pour aider l'autre dans les moments difficiles. Il y a aussi que c'est un homme visionnaire, puisqu'au vu des débats qu'il a déjà initiés à destination de notre population, on voit bien que c'est quelqu'un qui anticipe, qui s'interroge sur les différents et vrais enjeux. Les propositions de politique aussi, de développement économique qu'il émet dans ses discours pour le territoire de Sainte-Rose démontre ses capacités. Et puis, M. Savant aussi, c'est un homme animé du sens de l'équité. Bien, vous voyez, tout cela me conforte dans ma prise de position, mais aussi me pousse à conseiller tous Saint-Rosiens soucieux du devenir de Sainte-Rose à faire le choix Fauvert Savant. Et enfin, nous écoutons autre personnalité très connue de la ville, Henri Yakou. Il s'est déjà fait candidat sans que cela soit couronné de succès. Il tente une nouvelle fois, chassant, et il répond, dit-il, à une demande d'insistance des jeunes de la commune. J'ai pratiquement un défi à relever au niveau d'une nouvelle génération politique de jeunes à Sainte-Rose qui ont souhaité que je prenne la direction de la liste Sainte-Rose en nous. Bon, ils connaissent mon expérience administrative, mais aussi mon expérience sociétale à Sainte-Rose avec le sport notamment, et j'ai considéré qu'avec cette demande qui était formulée, je ne suis pas resté indifférent à cela. Donc voilà un peu la première note que je peux donner. À partir de ce moment-là, il fallait que je me positionne par rapport au projet Saint-Rosien, et par rapport à la situation financière, on a 2 axes qu'on a bien retenus. Le premier, c'est mettre de l'ordre dans la gestion financière de la ville de Sainte-Rose avec des mesures de redressement, mais en même temps qu'on soit exemplaire dans la gestion pour qu'on soit aussi capable d'aller chercher l'accompagnement nécessaire des collectivités, des partenaires pour redémarrer Sainte-Rose sur le plan, j'allais dire, des investissements. Et enfin, le troisième élément qui me semble important, c'est que tout cela doit participer d'une vision. Et nous avons retenu de faire de chaque section de Sainte-Rose, de Duportail jusqu'à Desbonnes, des sections qui sont au service du développement de Sainte-Rose avec un retour à une certaine attractivité du centre-ville, du centre-bourg, mais en même temps, sans oublier les sections. Nous avons imaginé ce que nous avons appelé des ambassadeurs, c'est-à-dire des élus, mais qui ont une certaine délégation dans chaque région. Et on a conçu ce que nous appelons un district. Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez une grosse région comme Cadette, ce sera un district avec toutes les sections Bonne, Duportail, Cacao, Bis, pour que l'ensemble des sections de Sainte-Rose, notamment Duzer, Nogent, Sofaya, ont une mission. Alors, ça peut être une mission sociale, ça peut être une mission économique, ça peut être une mission culturelle. Je pense à Cacao, Cadette, où tout le monde sait que c'est l'histoire du tambour, du cas Sainte-Rose, c'est les roses caco. Mais ça peut être aussi Desbonnes, parce que Daniel Beaupertuis, qui est un grand savant, est né à Desbonnes, et on se dit que Desbonnes pourrait avoir une mission au titre du social et de la santé. Donc voilà un peu comment nous voyons, j'allais dire, l'avenir de Sainte-Rose, étant entendu que le plus gros travail que nous aurons à faire,
faire, c'est de quand même de remettre de l'ordre dans l'administration municipale et nous aurons besoin à ce niveau-là de l'ensemble des personnels de la collectivité. Là aussi, il mise, Georges Calix, on peut dire, sur son expérience, administration, gestion, développement social. Donc, il met en avant sa posture d'ancien directeur de la Caisse de sécurité sociale. D'une part, d'autre part, sa posture de dirigeant associatif. Mais vous avez vu que sa philosophie est une philosophie centrifuge. C'est-à-dire qu'à l'inverse des conceptions qui sont développées, il parle des sections. Et il dit que le développement de Sainte-Rose ne peut plus s'articuler uniquement autour du bourg, mais qu'il faut que ce soit les sections qui puissent être les éléments de dynamique. Bon, c'est ce qu'on appelle la stratégie centrifuge à laquelle il semble adhérer. Il a une expérience associative. Là aussi, il faut voir. Alors, je n'ai pas ses scores parce que c'est pas la première fois qu'il est candidat. Henri Acco. Je n'ai pas ses scores. Mais il avait fait de 700 voix. La dernière compétition, c'était autour de 600-700 voix. Voilà. C'était lors des cantonales. Lors des cantonales. Mais effectivement, là aussi, il faut attendre. Mais une vision centrifuge de la situation. Claude Danicon poursuit avec d'autres candidats. Et enfin, lui, c'était d'abord présenté au municipal à Grandbourg avant d'investir le terrain Saint-Rosien et défendre les couleurs du PSG. Il s'agit de Daniel Simon. On l'écoute. Déjà, il y a une affection déjà sur Sainte-Rose. Donc, j'aime beaucoup Sainte-Rose, cette ville. J'y ai pris goût. Et puis, l'actualité depuis quelques années fait en sorte que Sainte-Rose doit retrouver une plus belle apparence en termes de gestion, en termes de rigueur et en termes aussi de gestion novatrice. Puisqu'on parle pour l'instant de Sainte-Rose en termes de mauvaise passe, puisque les finances, ça ne va pas. Nous allons justement, avec le mouvement que nous avons mis en place à Sainte-Rose, qui s'appelle Ensemble pour réussir, faire en sorte que nous soyons fiers de Sainte-Rose, que les entreprises soient fiers, que les jeunes soient fiers de Sainte-Rose. L'urgence, elle s'accroche déjà à l'actualité, c'est retrouver les finances un peu plus stables et plus honorables, honorifiques, je dirais. Mais ça prendra du temps. C'est pas question de parler bêtement comme font certains, avoir du pipeau. Ça prendra à peu près 4 années et demie. 4 années et demie où il faudra s'assurer la ceinture, pouvoir trouver les leviers d'une nouvelle politique, faire une continuité dans les choses à venir au niveau administratif, mais aussi trouver de nouveaux projets porteurs. Si on continue à travailler ainsi, tous les beaux projets, aussi bien ficelés, ne tiendront pas et feront comme s'ils sont sur un château de sable. Alors, si je fais mes calculs, Georges Calix, s'il y a 10 candidats, 33 personnes par candidat, ça fait à peu près près de 350, 330 personnes. Même plus, parce que maintenant, 350, parce que les listes ont la possibilité de rajouter 2 personnes supplémentaires, et certaines, ce n'est pas une obligation. Maintenant, sur Sainte-Rose, 2 choses. La première, c'est que tous posent la problématique financière. Ça, c'est incontestable. Ça veut donc dire que le principe de réalité veut que quelle que soit l'équipe qui arrive, ce sera difficile à gérer sur le plan financier. Deuxième élément, on a une majorité, effectivement, qui s'est effritée. En ce sens que on ne sait pas les adjoints ou les membres de la majorité qui partent. La seule chose que l'on sait par contre, c'est que la mère actuelle a été relativement bien élue. Alors, où ces réseaux s'effriteront-ils si c'est le cas? Est-ce que c'est du côté de sa majorité qui va lui phagocyter un certain nombre de voix? Est-ce que c'est du côté de Fauvert-Savant qui, de toute façon, par son score, a toujours été en position, en tout cas, d'être au 2e tour? Non, l'intérêt de Sainte-Rose, à mon avis, sous le plan de l'analyse politique, c'est de répondre à la question: quelle est l'influence de la démission de plusieurs membres d'une majorité sur l'affaiblissement du socle électoral du maire en place? Voilà, c'est Sainte-Rose qui peut répondre. En tout cas, c'est un cas d'école à étudier. Je suis tout à fait d'accord. On verra ce que ça donnera au premier tour, le 15 mars prochain. Alors, parmi les candidats également annoncés, parce que on dit souvent déclarés, mais les déclarations de candidature vont se faire à la fin du mois de février. On a jusqu'au 27 février. Jusqu'au 27 février. Donc, parmi les candidats annoncés, il y a également Joseph Lacrosse. Mais malheureusement, ce dernier est en métropole et il n'arriverait que ce soir ou demain. Donc, nous n'avons pas pu lui donner la possibilité d'exprimer ses motivations pour ces élections à Sainte-Rose. Voilà, nous mettons un terme donc
donc à notre émission de ce soir. Nous avons analysé et passé en revue donc cette commune de Sainte-Rose avec une dizaine de candidats. Rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle commune. Une commune, et ce sera sans doute une commune très importante. Oui, on ne va pas le dire. On va pas le dire. Mais sinon, ce qu'on va dire par contre, c'est que Georges Calix sera avec nous et il sera à l'heure. Et que demain je jouerai comme invité le maire de Vieux-Fort, Roland Plantier. Et voilà. Donc la grande interview de la nouvelle formule. Voilà, le 18-20 se poursuit bien sûr sur Guadeloupe la première avec Christophe Cuby, la pureté de l'élégance radiophonique. Retrouvez votre émission en podcast sur guadeloupe.lapremière.fr.